Stéphane Delouet, ça me fait rire pour ne pas perdre de temps. Tout de suite. Donc bonjour, déjà, ça a déjà été dit, hein, longtemps le progrès technique a été vu comme un moyen d'émancipation de l'humanité. Et c'est vrai pour ceux qui ont eu accès à ces progrès technologiques, à ce progrès, ceux qui ont eu accès ou qui y ont accès. Ça pose quand même la question de l'accès à cette technologie. L'émancipation a été facilitée. Et on voit que même si ce progrès aujourd'hui distille un poison qui est en train, ce sera l'objet de la prochaine table ronde, menace la survie même de la Terre, souvent ce progrès est quand même de pair avec la réalisation de l'universel. Le propos ne va pas être de condamner le progrès, de retourner dans les cavernes, mais d'avoir un regard critique sur ce progrès. Il est évident qu'on n'a pas envie de jeter aujourd'hui ce qui a fait aussi la force de ce progrès. En médecine, c'est très très vrai sur la façon dont la souffrance a pu être traitée, la maladie, etc. Alors pour essayer de rendre le propos pratique, incarné, je vais faire appel dans un premier temps à la littérature d'anticipation et au cinéma et aux séries télévisées qui, finalement, aujourd'hui, se posent beaucoup de questions, s'en sont déjà beaucoup posées. Il y a quand même des auteurs qui ont traité, Philippe K. Dick, George Orwell, Margaret Atwood, qui ont déjà pensé ces phénomènes de rupture technologique et des influences qu'elles pourraient avoir sur le lien social et le corps social. Je reprendrai un film qui date de 1997. À l'époque, on l'a vu comme vraiment quelque chose d'anticipation. C'était bien vu Agatha Christie. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, jetez-vous dessus quand vous rentrez chez vous. Il est toujours d'une actualité extrêmement poignante et aiguë. C'est dans un futur pas si éloigné, alors ça c'était vraiment en 97, c'est dans un futur actuel, on l'a vu avec l'histoire des 2 bébés chinois ces derniers jours. La place assignée dans la société en fait est fonction du patrimoine génétique, qui est calculé en fonction des potentialités de son génome, des risques de dérive prédictives à l'absurde, des risques de violence, des risques de cancer, un quotient intellectuel qui peut être calculé par la génétique, avec une possibilité, et là on rejoint le projet utilitariste, de maximiser les chances de son enfant dans le futur par un choix, par les parents, de la composition du génome de l'enfant à naître. Alors évidemment, un contre-argent sonnant et trébuchant, cette maximisation des chances. Et très très vite, en fait, une humanité à 2 vitesses apparaît. La liberté de l'individu n'existe plus, vous l'avez évoqué, c'est la question du déterminisme qui devient extrêmement forte aussi bien avec les algorithmes qu'avec la génétique. Et donc, des droits différenciés pour, finalement, les premiers de cordée génétique et les autres. Vous prenez l'œuvre de Philippe K. Dick, qui a beaucoup exploré aussi ces questions-là du rapport à l'intelligence artificielle, du rapport à la technologie. Vous avez une image assez glaçante du champ des possibles. Plus récemment, et là, je pense que la chose est importante pour savoir ce qui se trame, notamment dans les générations, dans ma génération, mais les générations qui suivent derrière moi, vous avez une série qui cartonne britannique qui s'appelle Black Mirror. Elle est extrêmement intéressante, cette série. À chaque fois, l'épisode prend et s'appuie sur un développement technologique actuel pour en condamner, enfin pour essayer d'en explorer les travers. Le Black Mirror, le miroir sombre. Très souvent, l'humanité, l'universel, en prend un sacré coup sur la façon dont les dérives peuvent être faites. Et si aujourd'hui elle cartonne et l'intéresse, c'est qu'elle pose certainement de très très bonnes questions sur notre rapport à la technologie. Finalement, Prométhée devait amener l'émancipation, la liberté, la fin de la peur, de la toute-puissance des dieux en amenant le feu. La problématique, c'est que certains Prométhées modernes se prennent à jouer aux dieux. Finalement, on a une inversion de la chose, et vous l'aviez évoqué l'année dernière. La réalisation universelle émancipateur par le progrès a du plomb dans l'aile, et tandis que l'extension des droits de l'homme, de l'égalité, de la mise au pas des discriminations semblait de mise avec un avènement du progrès, je prendrai l'exemple de l'imprimerie qui a permis un vrai développement
extrêmement fort de l'accès à la connaissance, de la discussion qui a permis aux humanités et puis à la révolution des Lumières de pouvoir aussi avoir un outil extrêmement puissant. On se rend compte qu'aujourd'hui, nos ruptures technologiques auxquelles on assiste viennent finalement remettre et viennent recatégoriser de nouvelles formes de discrimination, des catégorisations qui se font jour. Elles ne viennent pas seulement se substituer à d'autres formes de discrimination, elles viennent souvent en amplifier. C'est vrai sur la question de la santé, on l'avait vu l'année dernière, où les écarts d'égalité sur la santé sont encore plus amplifiés aujourd'hui par la question de la technologie confrontée à la question sociale. Et peut-être que nous assistons à la naissance de la controverse de Valladolid du XXIe siècle aujourd'hui sur la place de l'humain et de la composition de ce qu'est l'humanité. Les exemples sont assez nombreux avant peut-être d'esquisser quelques pistes pour essayer de sortir de cette problématique. Vous en avez parlé, on a la société du contrôle, surveillance, algorithme, fichage génétique. Ce sont des choses sur lesquelles la LDH s'est déjà prononcée, lutte, travaille, mais avec aujourd'hui un champ des possibles extrêmement fort parce que le progrès technologique est à la fois rapide, qu'il devient global avec un projet global de surveillance et des dystopies sont possibles. Si j'en reviens à la littérature d'anticipation, ce qui nous semblait être des dystopies très éloignées sont aujourd'hui extrêmement actuelles. C'est 1984, finalement le modèle est là, de contrôle qui existe dans 1984, c'est La Servante écarlate, là aussi un roman et une série qui cartonnent, avec dans ce dernier cas la technologie qui est mise au service d'un projet politique rétrograde. Vous avez quand même une société qui, s'appuyant sur la technologie, décide de régenter la société en se fondant sur l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et de remettre les femmes dans une place d'invisibilité totale. C'est au cinéma Minority Report sur la justice prédictive. Donc les outils sont là, ils constituent une vraie rupture. C'est aussi le contrôle du salarié. La technologie qui vide de sens le travail du salarié, en faisant un opérateur, le seul opérateur d'un process, voire de se plier à ce process et à cet algorithme. Finalement, on en discutait avec une intervenante de la future table tout à l'heure, il faut que le salarié rentre dans la chaussure de la technologie et de l'algorithme, ce qui lui laisse une liberté extrêmement faible dans son process au travail. Plus loin, ça devient un moyen de contrôle du salarié, un contrôle automatisé sur la performance, sur le temps de présence, sur peut-être l'implication auprès de l'entreprise. Je le disais, si l'imprimé a été un vecteur puissant de l'humanisme et des Lumières, ces rejetons technologiques sont complexes dans le rapport aux droits de l'homme. C'est aussi bien le printemps arabe que les fake news de Donald Trump, ou le contrôle par les autorités chinoises de leurs sujets, de leurs camarades citoyens. Les algorithmes, ce sont des outils puissants. Ils viennent en aide. C'est une réalité aussi. Ils permettent, et c'est vrai en matière de médecine, de pouvoir travailler sur des hypothèses qui permettent aux médecins d'établir un diagnostic plus loin, d'accélérer la recherche. Mais ils peuvent très vite aussi assigner un individu à une certaine place. C'est très vrai en matière de santé, et on l'avait évoqué l'année dernière lors de l'université d'automne, c'est le traitement des données qui est devenu un enjeu massif, un enjeu économique extrêmement fort, qui va rompre, là aussi, le contrat social. Je le disais, ça peut améliorer la recherche, c'est également, et on l'a vu au travers de la question de l'assurance, un enjeu, cet algorithme, pour pouvoir déterminer, et on revient à cette question du déterminisme, la fin de la liberté individuelle, de la responsabilité et corollaire de la liberté, on rompt avec les systèmes de sécurité sociale universelle pour individualiser en fonction des risques de l'individu. Ça devient un jeu d'enfant avec toutes les dérives possibles que nous avions énoncées par ailleurs. Ça peut être un projet global d'ailleurs. Une référence peut-être
d'un bouquin, c'est Christine Cardellan qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Dans la Google du loup » sur quel est le projet qu'il y a derrière Google. Ouvrage extrêmement intéressant qui est à la fois un essai et un roman d'anticipation. Elle reprend en fait les personnages de 1984 en appliquant ce qu'est aujourd'hui soit ce qui existe pour de vrai chez Google, les algorithmes. Vous aviez les lunettes qui permettaient d'enregistrer en direct live et de traiter de l'information qui était vue par l'œil humain. C'est la voiture sans conducteur, mais aussi les champs de recherche qu'explore Google. En regardant aussi ce qu'il y a derrière Google et notamment les dirigeants de Google. C'est extrêmement intéressant parce que finalement on se rend compte que George Orwell, s'il avait eu les connaissances de Christine Cardellan, aurait fait en 1984 encore plus pessimiste et noir parce que 1984 c'est presque du petit lait à côté de ce qui existe aujourd'hui. Elle s'interroge aussi sur ce projet global et finalement la question démocratique. Qui contrôle ces multinationales qui aujourd'hui sont sur des projets qui intéressent le bien commun, qui intéressent l'humanité, qui intéressent l'universel. Et finalement, dans leur coin, ils sont en train de décider d'un certain nombre d'orientations pour la société. Les progrès technologiques viennent creuser ou faire apparaître des discriminations déjà présentes. Et vous avez parlé de la question économique, et quand il y a la question économique, la question sociale n'est jamais très loin, et on a bien ce triptyque qui se fait entre question technologique, question sociale, question économique, que vient chapeauter la question démocratique de l'articulation de ces différentes questions. La rupture, elle est extrêmement violente avec ce qu'on a pu connaître jusqu'ici. C'est vrai que l'homme augmenté, c'est vrai que l'intelligence artificielle, elle vise à construire le surhomme. Là où le projet humaniste, le projet universel, le projet des droits de l'homme, c'est bien de partir, ce que vous disiez, de la singularité pour montrer la commune humanité, l'appartenance commune à cette humanité. On crée le surhomme, la communauté d'Homo sapiens sapiens est menacée de scission, et derrière cette scission, il y a aussi l'assignation des droits qu'on donne aux différentes catégories, finalement, d'êtres humains qui pourraient apparaître. En mordant un peu sur la prochaine table, on pourra entrevoir des scénarios où non pas tant la lutte contre le réchauffement climatique, mais l'accès à la technologie pour se prémunir des conséquences pourrait être un enjeu. Encore une fois, l'universel qui vise à reconnaître les mêmes droits aux individus est largement menacé. Alors derrière ce tableau noir, sombre, il faut quand même ouvrir quelques pistes, et ça c'est extrêmement important. La première, c'est de réaffirmer des principes, nos principes extrêmement forts et la lutte à poursuivre. Rappeler que le progrès doit être au service de tous, qu'une commune éthique, bioéthique, doit être construite. Et on revient sur cette question du construit. Il ne faut pas avoir peur d'affronter ces questions, il ne faut pas les laisser de côté. Au contraire, il faut qu'on puisse s'interroger fortement sur leur implication et sur la façon de les traiter. Elles doivent être construites par tous, par toute la communauté humaine et pas par le marché. Il faut publiciser ces mouvements qui sont en cours aujourd'hui, alerter, faire connaître. C'est pas le rêve de quelques doudingues de la Silicon Valley, ça intéresse toutes et tous dans le quotidien aujourd'hui, dans la construction du futur que l'on souhaite ensemble. Comme pour les problèmes environnementaux, certains phénomènes ne sont pas tangibles. C'est ça qui est difficile à saisir avec ces ruptures technologiques. Et l'expérience n'est pas immédiate. Quand nous avons des arrestations arbitraires, à la limite, la tangibilité peut être prise. Quand des droits sur des libertés politiques sont touchés, on peut les sentir. La question de l'algorithme, elle est beaucoup plus diffuse. La question de l'homme augmenté, de la thérapie génique, elle est beaucoup plus diffuse. Et c'est pas pour ça qu'on ne doit pas s'y intéresser. Le danger est réel, il est immédiat. Vous connaissez l'adage, science en conscience. C'est surtout que la science doit être au service du bien commun, sous le contrôle de la communauté humaine. Les États, les citoyens doivent saisir les enjeux, délibérer, contrôler, imposer des normes, des interdits. Rappelez-vous des débats qu'il y a eu l'année dernière sur le règlement RGPD
au niveau de l'Union européenne sur la protection des données. Ce n'est pas un débat de techniciens, d'experts théoriques, c'est un débat de fond sur le projet de société, sur qui détient ces données, qui détermine les algorithmes, quelle est la possibilité que nous ayons à connaître les données sources de ces algorithmes pour pouvoir les contrôler. Ça ne peut pas être laissé aux seuls acteurs du marché. Ça interroge sur la question de la propriété intellectuelle, sur la question des brevets, c'est vrai sur l'accès à la santé. C'est les débats, c'est les affaires qui ont eu lieu il y a quelques années sur l'accès aux trithérapies dans un certain nombre d'États du Sud, en Inde, en Afrique du Sud, où le combat était l'égal accès à la santé, aux trithérapies, versus mon droit d'entreprise qui a développé la trithérapie à engranger et maximiser mon profit. Et nous sommes dans ces débats actuellement et qu'il faut pouvoir poursuivre. Il a été évoqué plusieurs fois hier la question de la cosmopolitique qui émerge au-dessus des États pour régler certaines questions communes à toute l'humanité. Et on le sent bien, on se retrouve là aussi derrière, non pas tant des contradictions, mais de réelles difficultés. Quand aujourd'hui les États, par le processus de libéralisation et de marchandisation, ont été dissous dans leur capacité à pouvoir régenter, réglementer, sur des technologies, sur des progrès qui aujourd'hui sont, le fait d'entreprises qui ne sont plus publiques, qui ne sont plus collectives, mais privées, et qui jouent de la différenciation, de réglementation des États. Ça ne veut pas dire que les États n'ont pas à réglementer. Il faut qu'ils y travaillent. Il faut qu'il y ait des espaces. On l'a dit sur l'Union européenne, sur la question du RGPD, sur la question de la propriété intellectuelle, sur la question des algorithmes. Mais on sent bien qu'il y a une notion supplémentaire. Pour préserver l'universel face à ces ruptures technologiques, face à la problématique environnementale, c'est à l'universel qu'il faut faire appel de manière extrêmement forte. La question de la communauté humaine dans son ensemble. Aujourd'hui, les frontières et les législations particulières protègent les apprentis sorciers. Et on sent bien que la question de la gouvernance mondiale peut nous préserver des dérives qui peuvent apparaître. C'est une question extrêmement difficile. Nous l'avons vu, la DUDH pose les principes. La question de l'effectivité des droits est plus difficile à mettre en œuvre. Pourtant, on l'a vu sur certaines questions qui ont déjà été portées à une échelle mondialisée. On sait le faire sur le commerce. Avec l'OMC, régler la question de la marchandisation du monde, les États, apparemment, ont réussi à le faire. Il y a eu d'autres questions extrêmement fortes qui ont été déjà réglées. Je pense au gaz à effet de serre et les CFC qui ont fait l'objet de traités internationaux respectés par tous, qui ont permis sur le trou dans la couche d'ozone d'être traités. Il y a la question de la gestion d'un certain nombre de biens communs, sur le droit de la mer, sur la question de l'Antarctique, sur le statut de la Lune. Et sur ces questions extrêmement fortes que sont l'environnement et la rupture technologique, il y a cette nécessité de faire ce travail à l'échelle mondiale. Mais au-delà des proclamations, de ce travail qui est à entamer, c'est bien l'effectivité qui doit être visée. Encore et toujours cette effectivité, encore et toujours cette indivisibilité des droits qui, sans ça, n'arrive pas à faire l'universel. La voie est étroite, et je crois que c'est Daniel Lochac qui disait hier, la voie est étroite, mais il faut pourtant l'explorer, car ces ruptures technologiques, il ne faut pas en faire un mirage qui vont résoudre toutes les problématiques. Il ne faut pas les jeter parce qu'elles ont beaucoup à apporter. Il faut néanmoins être conscient du danger qu'elles font porter à la communauté humaine, au droit, et c'est pour cela qu'il faut s'approprier cette problématique et la traiter de manière globale, forte et offensive. Merci.